Lors de notre premier dîner romantique après la retraite, ma femme est sortie, pour prendre un appel. Soudain, un inconnu à la table voisine, m'a tendu une liasse de billets, et a chuchoté, appelez un taxi maintenant, et fuyez par la sortie arrière. J'ai réussi de justesse, à sauver ma vie. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville vous nous regardez. Quand ce vieil homme inconnu a glissé la liasse de billets dans ma main, et a chuchoté, fuyez par la porte de derrière. Votre vie est en danger. J'ai senti le monde s'arrêter. Ses yeux gris m'ont regardé avec une urgence, qui m'a glacé le sang. Sandra venait de sortir pour prendre un appel. Les bougies étaient encore allumées sur notre table, le vin était encore tiède dans nos verres. Tout semblait parfait, jusqu'à ce moment-là. Mais, quelque chose dans la voix de cet homme, quelque chose dans la façon dont ses mains tremblaient en me donnant cet argent, m'a dit qu'il ne plaisantait pas. Cela m'a dit, que ma vie, telle que je la connaissais, était sur le point de s'arrêter. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Adalfo. J'ai 64 ans, et toute ma vie, j'ai été un homme d'habitude. J'ai travaillé 42 ans, dans la même compagnie d'assurance. Je n'ai jamais été riche, mais je n'ai jamais manqué de rien non plus. Je vis de manière responsable, je paie chaque facture à temps, j'économise chaque centime que je peux. Il y a 3 mois, j'ai pris ma retraite. C'était un moment doux amer. Le bureau me manquait. Mes collègues me manquaient. Mais, j'étais aussi enthousiaste. Pour la première fois depuis des décennies, Sandra et moi allions avoir du temps. Du temps pour voyager. Du temps pour nous retrouver. Du temps pour être jeune à nouveau, même si nos corps ne l'étaient plus. Sandra, ma femme, la femme avec qui j'ai partagé 36 ans de ma vie. Je l'ai rencontrée, lors d'une fête d'entreprise. Elle était nouvelle, dans le département des ressources humaines. Elle avait un sourire, qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. Elle était attentive, affectueuse, et savait toujours quoi dire pour que je me sente spécial. Nous nous sommes mariés, 2 ans plus tard. Nous n'avons jamais eu d'enfant. Elle a dit qu'elle préférait, que ce soit juste nous deux. J'ai accepté. J'acceptais toujours tout ce que Sandra voulait, parce que je l'aimais, parce que je lui faisais confiance, parce que je pensais, qu'elle m'aimait de la même façon. Les premières années, ont été bonnes. Nous voyagions chaque été, dînions ensemble chaque soir. Elle m'attendait avec le dîner prêt, quand je rentrais du travail. Je lui apportais des fleurs, chaque vendredi. Nous avions une vie calme, prévisible, sûre. Ou, du moins, c'est ce que je croyais. Au fil du temps, j'ai remarqué de petits changements. Sandra passait plus de temps sur son téléphone. Elle disait que c'était des amis du travail, des groupes de discussion, des choses sans importance. Parfois, elle sortait le samedi après-midi, et rentrait tard le soir. Elle a dit qu'elle avait commencé des cours de yoga, puis un club de lecture. Je n'ai jamais posé de questions. Je lui faisais une confiance aveugle. Quand j'ai pris ma retraite, je pensais que les choses iraient mieux, puisque nous passerions plus de temps ensemble. Mais Sandra semblait distante. Elle évitait mes étreintes. Ses baisers étaient froids, mécaniques. Quand je lui suggérais de faire un voyage, elle avait toujours une excuse. Trop cher, trop fatigué. Peut-être plus tard, j'insistais. Je lui ai dit que nous avions des économies, que nous avions travaillé toute notre vie, pour ce moment. Elle a finalement accepté, mais à une condition. D'abord, un dîner romantique comme au bon vieux temps, pour nous retrouver avant le voyage. J'ai accepté. J'étais ravi. J'ai réservé une table, dans le restaurant le plus élégant de la ville, le Mirador de l'Alba. Un endroit avec vue sur les montagnes, des lumières tamisées, une musique douce, l'endroit parfait pour lui rappeler combien je l'aimais. Ce soir-là, Sandra était magnifique. Elle portait une robe noire, que je ne lui avais jamais vue auparavant. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Elle souriait, mais il y avait quelque chose d'étrange, dans ce sourire. Quelque chose, que je n'arrivais pas à déchiffrer. Pendant le dîner, nous avons parlé de choses triviales, de la météo, des voisins, rien de profond, rien de réel. J'ai essayé de toucher sa main sur la table, mais elle l'a subtilement retirée. Elle a dit qu'elle avait froid. J'ai demandé au serveur de monter le chauffage. Puis, son téléphone a sonné.
Elle a regardé l'écran, et son expression a changé. Elle est devenue tendue, nerveuse. Je dois prendre ça, a-t-elle dit, en se levant. C'est important. Je reviens tout de suite. Elle s'est dirigée vers le couloir, qui menait aux toilettes. Je l'ai regardée s'éloigner. Je suis resté seul à la table, fixant les bougies, sentant un vide étrange dans ma poitrine. C'est à ce moment-là, que le vieil homme de la table d'à côté, s'est penché vers moi. Je ne l'avais pas remarqué auparavant. C'était un homme dans les 70 ans, maigre, avec un visage marqué par de profondes rides. Il portait un costume gris, usé. Ses mains tremblaient, légèrement. « Excusez-moi », a-t-il chuchoté. Sa voix était à peine audible. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Votre femme sera de retour, d'un instant à l'autre. » Je l'ai regardé, confus. « Je suis Adolfo. Est-ce que je vous connais ? » « Non, mais je connais votre femme. Ou plutôt, je sais ce qu'elle est. » J'ai ressenti un frisson. « De quoi parlez-vous ? » Il a sorti une enveloppe, de la poche intérieure de sa veste. À l'intérieur, il y avait des billets. Beaucoup de billets. Il l'a fait glisser sur la table, vers moi. « Voici 2000 €. Assez pour un taxi, et un hôtel pour plusieurs jours. Écoutez-moi attentivement, car je ne pourrai le dire qu'une seule fois. Quand votre femme reviendra, agissez normalement, terminez le dîner, mais quand elle ira aux toilettes, ou quand elle sera distraite. Vous sortirez par la porte de derrière de la cuisine. Ne rentrez pas chez vous, ce soir. N'y retournez pas demain. Trouvez un endroit sûr, et appelez un avocat. Un bon avocat. Pas de cette ville. Vous êtes fou. Pourquoi ferais-je ça ? Ses yeux se sont remplis, d'une tristesse infinie. Parce qu'il y a 7 ans, j'étais assis là où vous êtes maintenant, avec ma femme, le jour de notre anniversaire de mariage, et je n'ai pas écouté l'avertissement, que quelqu'un a essayé de me donner. J'ai tout perdu. Ma maison, mes économies, ma dignité. J'ai failli y laisser la vie. Votre femme n'est pas celle que vous croyez. Et si vous ne fuyez pas dans les 3 jours, vous n'aurez plus rien, pas même votre liberté. Mon cœur battait la chamade, comme un tambour. C'est ridicule. Sandra et moi, sommes ensemble depuis 36 ans. Exactement. 36 ans, à attendre, à planifier, jusqu'à ce que vous preniez votre retraite, et que vous ayez accès, à tout votre argent. C'est le moment parfait pour elle. Je ne vous crois pas. Vous vous trompez. Il a regardé, vers l'entrée. Il m'a interrompu, vous voyez ces 2 hommes, qui viennent d'entrer ? Je me suis retourné discrètement. 2 hommes en costume sombre, étaient entrés dans le restaurant. L'un était costaud, avec une cicatrice sur la joue. L'autre était plus jeune, maigre, avec un regard froid. Tous 2 regardent directement, vers notre table, a dit le vieil homme en me serrant la main. Ces hommes, ne sont pas là par hasard. Dans 5 minutes, votre femme sera de retour. Elle vous dira qu'elle ne se sent pas bien, et voudra partir. Quand vous sortirez sur le parking, ils vous suivront. Il y aura un accident, ou un vol. Vous finirez à l'hôpital. Ou pire. Et pendant que vous serez en incapacité, elle prendra le contrôle de tout. C'est de la folie. Prenez l'argent. Partez maintenant. Sa voix était désespérée. Ne faites pas la même erreur que moi, je vous en supplie. À ce moment-là, j'ai vu Sandra revenir. Elle marchait vers la table, avec cet étrange sourire. Le vieil homme a lâché ma main, et s'est adossé à sa chaise, feignant de lire le menu. L'enveloppe avec l'argent, était sur mes genoux, cachée sous la serviette. Mon esprit était un véritable tourbillon. Rien de tout cela n'avait de sens. Mais quelque chose au plus profond de mes tripes, hurlait que cet homme disait la vérité. Sandra s'est assise en face de moi avec des mouvements calculés, trop lents, trop étudiés. Ses yeux ont scruté mon visage, comme si elle cherchait quelque chose. Des soupçons, une confirmation, je ne sais pas. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai pris mon verre de vin, d'une main tremblante, et j'en ai pris une gorgée. Le liquide avait un goût amer. Tout avait un goût amer, tout d'un coup. Tout va bien, ai-je demandé, en essayant de paraître détendu. Ma voix est sortie plus aiguë, que d'habitude.
Oui, c'était juste Susanna. Tu sais comment elle est, toujours à faire des drames. Sandra a rangé sa serviette, sur ses genoux. Ses mouvements étaient parfaits. Répétez. Nous avons commandé le dessert. J'ai jeté un coup d'œil discret, aux deux hommes près de l'entrée. Ils étaient maintenant assis à une table, près de la porte principale. Le plus costaud, me regardait sans même essayer de s'en cacher. Le plus jeune, regardait son téléphone, mais toutes les quelques secondes, il levait les yeux vers nous. Mon cœur s'emballait. L'enveloppe avec les 2000 € me brûlait la cuisse. Adolfo, est-ce que tu m'écoutes? La voix de Sandra semblait plus tranchante. Je t'ai demandé si tu voulais un dessert. Non, je crois que j'ai assez mangé. Les mots sont sortis de manière confuse. En fait, j'ai l'estomac un peu dérangé. Elle a penché la tête. Ce geste que je trouvais autrefois attachant, me semblait maintenant prédateur. Veux-tu que nous partions, alors? C'était exactement ce que le vieil homme avait prédit. Elle voulait partir. Aller sur le parking, où ces hommes pourraient nous suivre. Mon esprit travaillait à la vitesse de l'éclair. Si je disais oui, je marcherais tout droit, dans un piège. Si je disais non, elle aurait des soupçons. Tu sais quoi? Je crois que j'ai juste besoin d'aller aux toilettes. Je vais me passer un peu d'eau sur le visage. Je me suis levé, l'enveloppe cachée sous ma veste. Commande-moi un café. Je reviens tout de suite. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai marché vers le couloir des toilettes, à pas mesurés. Je pouvais sentir les regards, dans mon dos. Ceux de Sandra. Ceux des deux hommes. Celui du vieil homme inconnu, qui avait bouleversé mon monde, en l'espace de quelques minutes. Alors que je tournais dans le couloir, j'ai accéléré le pas. Il y avait un panneau, sorti de secours, au bout. Je me suis souvenu, de ce que le vieil homme avait dit. La porte de derrière de la cuisine. J'ai poussé les portes battantes, de la cuisine. 3 cuisiniers m'ont regardé, surpris. Excusez-moi, c'est une urgence, ai-je marmonné, en passant entre eux. L'un d'eux a essayé de m'arrêter, mais je courais déjà vers une porte métallique, au fond. Je l'ai ouverte brusquement. L'air froid de la nuit a frappé mon visage. J'étais dans une ruelle arrière, des poubelles, des cartons empilés, le bruit lointain de la circulation. J'ai couru. À 64 ans. J'ai couru comme je ne l'avais pas fait, depuis ma jeunesse. Mes genoux protestaient, mes poumons brûlaient, mais la peur me donnait des ailes. Au bout de la ruelle, j'ai tourné à droite, puis à gauche. J'ai cherché des rues éclairées, des gens, des témoins, n'importe quoi, pour me sentir moins vulnérable. Finalement, j'ai vu un taxi garé, devant une pharmacie. Je me suis précipité vers lui, et j'ai frappé à la vitre. S'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'emmeniez loin d'ici, maintenant. Le chauffeur de taxi, un homme d'âge moyen portant une casquette de baseball, m'a regardé avec méfiance. Vous allez bien, monsieur? Vous avez l'air très contrarié. Conduisez, je vous en prie. Je vous paierai le double, le triple. J'ai sorti l'enveloppe avec les billets. Ses yeux se sont écarquillés, à la vue de l'argent. D'accord, montez. Je me suis laissé tomber, sur le siège arrière. Emmenez-moi au centre-ville, dans n'importe quel hôtel, un endroit discret. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé par la lunette arrière. Je m'attendais à voir les deux hommes courir après nous. Mais la rue était vide, il n'y avait que des néons et des ombres. J'ai posé ma tête contre la vitre froide. Que avais-je fait? Je m'étais enfui, loin de ma propre femme, en me basant sur les mots d'un parfait inconnu. J'ai sorti mon téléphone. J'avais cet appel manqué de Sandra. 9 messages. Où es-tu, Adolfo? Réponds-moi. Que s'est-il passé? Tu te sens mal? Je suis inquiète. Appelle-moi maintenant. Je ne comprends pas ce qui se passe. Si c'est une blague, ce n'est pas drôle. Adolfo, tu me fais peur. J'ai lu chaque message, d'une main tremblante. Il semblait sincère, inquiet, affectueux. Peut-être que le vieil homme s'était trompé. Peut-être que je faisais la plus grosse erreur de ma vie. Peut-être que Sandra était au restaurant, vraiment effrayée, ne comprenant pas pourquoi son mari avait disparu sans explication.
Mes doigts ont bougé sur le clavier, prêt à lui écrire, pour expliquer, pour m'excuser. Mais ensuite, je me suis rappelé les yeux du vieil homme, cette tristesse infinie, cet avertissement désespéré. J'ai tout perdu. Ma maison, mes économies, ma dignité. J'ai éteint le téléphone. Le chauffeur de taxi m'a déposé, devant un petit hôtel appelé le refuge du voyageur. Ce n'était pas luxueux, mais ça avait l'air propre et anonyme. J'ai payé en espèces. Le réceptionniste, un jeune homme avec des tatouages sur les bras, m'a à peine regardé, en me tendant la clé de la chambre 212. J'ai monté les escaliers. Le couloir sentait le désinfectant, et le tabac froid. J'ai ouvert la porte de ma chambre. Un lit simple, une vieille télévision, une petite salle de bain. Je me suis assis sur le bord du lit, et pour la première fois depuis que le vieil homme m'avait parlé, j'ai laissé la réalité de la situation me frapper de plein fouet. Qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'avais fui, loin de ma femme, de chez moi, de ma vie. En me basant sur quoi? Sur les paroles d'un fou dans un restaurant, sur une paranoïa soudaine, sur deux hommes qui étaient probablement, juste en train de dîner. Je me suis couvert le visage avec les mains. Peut-être que je perdais la raison. Peut-être que la retraite m'avait affecté plus que je ne le pensais. Peut-être que j'avais besoin d'une aide psychiatrique. Mais alors je me suis souvenu d'autre chose. Quelque chose que j'avais oublié, jusqu'à ce moment-là. Il y a 3 semaines, Sandra avait insisté pour que nous mettions à jour notre testament. Elle a dit que maintenant que j'étais à la retraite, il était important de tout avoir en ordre. Nous sommes allés voir Damian, un avocat qu'elle connaissait. Un homme soigné, avec un sourire aimable, et une poignée de main ferme. Nous avons revu tous les documents. Sandra serait la bénéficiaire de tout, en cas de décès de ma part, et moi de la sienne. Normal, conjugal, logique. Mais maintenant, dans cette chambre d'hôtel bon marché, ce souvenir prenait une teinte sinistre. Pourquoi cette urgence? Pourquoi maintenant, précisément? Et il y avait plus. Il y a 2 mois, Sandra avait suggéré que nous regroupions tous nos comptes bancaires. Pour simplifier, avait-elle dit, pour avoir un meilleur contrôle de nos finances, à la retraite. J'ai accepté. J'ai signé les papiers, sans les lire attentivement. Je lui faisais confiance. Je lui avais toujours fait confiance. Mais maintenant je me demandais, à quel point Sandra avait réellement accès à notre argent. Pouvait-elle tout vider, sans mon consentement? La réponse m'a terrifié. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. La ville s'étendait devant moi. Des milliers de lumières, des milliers de vies, qui suivaient toutes leur cours normale, tandis que la mienne s'effondrait. Mon téléphone éteint, reposait sur la table de nuit, comme une bombe non explosée. Je savais que dès que je l'allumerais, tout exploserait. Les appels, les messages, les questions. Mais, j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de confirmer si le vieil homme avait raison, ou si je perdais la tête. D'une main tremblante, j'ai allumé le téléphone. L'écran s'est éclairé. 32 appels manqués, 41 messages. Tous de Sandra. Les derniers étaient différents. Il ne semblait plus inquiet. Il semblait furieux. Où diable es-tu? Ça n'a aucun sens. Tu m'as laissé, au restaurant. Sérieusement, j'ai dû payer l'addition toute seule. Quand tu rentreras à la maison, nous aurons une conversation très sérieuse. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas disparaître, comme ça. Mais le dernier message a été celui qui m'a glacé le sang. Il était arrivé il y a à peine 10 minutes. Adolfo, si tu ne reviens pas ce soir, je vais devoir prendre des mesures. Ne me force pas à faire quelque chose que nous regretterons tous les deux. Ce n'était pas une supplication. C'était une menace claire et directe. La Sandra que je connaissais ne parlerait jamais comme ça. La Sandra que j'aimais n'utiliserait jamais ce ton. À moins que, cette Sandra n'ait jamais réellement existé. À moins que pendant 36 ans, j'ai vécu avec une étrangère. Avec une actrice. Avec un prédateur, qui attendait patiemment, le moment parfait pour frapper. Et ce moment, était arrivé ce soir. Je n'ai pas dormi, cette nuit-là. Je me suis assis sur le lit de l'hôtel, fixant le téléphone, attendant qu'il sonne. Attendant que Sandra m'appelle, avec sa douce voix habituelle. Inquiète,
confuse, me demandant ce qui s'était passé. Mais le téléphone est resté silencieux. Et ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle menace. Parce que cela signifiait qu'elle préparait quelque chose, calculait son prochain mouvement, préparait sa stratégie. À 6 heures du matin, j'ai enfin osé allumer la télévision. J'avais besoin d'une distraction. J'avais besoin de penser à autre chose, ne serait-ce qu'un instant. Mais quand les informations locales ont commencé, mon monde s'est arrêté pour la deuxième fois, en moins de 12 heures. La présentatrice, une femme blonde en tailleur bleu, a parlé avec une expression grave. Dernière minute. La police recherche Adolfo Ramirez, 64 ans, qui a disparu hier soir, d'un restaurant, dans des circonstances mystérieuses. Sa femme, Sandra Ramirez, a signalé sa disparition vers 23 heures, exprimant de vives inquiétudes quant à son état mental. Selon Madame Ramirez, son mari a présenté un comportement erratique, ces derniers jours, incluant des épisodes de paranoïa et de confusion. Si quiconque a des informations sur les allées et venues de Monsieur Ramirez, veuillez contacter les autorités. Ma photo est apparue à l'écran. C'était une ancienne photo, de mon badge de travail. J'avais l'air plus jeune, plus heureux. L'homme sur cette photo ne savait pas ce qui l'attendait. Il ne savait pas que sa vie était un mensonge. La présentatrice a poursuivi. La famille demande que, si quiconque voit Monsieur Ramirez, il ne s'en approche pas. Il pourrait être désorienté, et potentiellement dangereux pour lui-même. J'ai éteint la télévision. Ma main tremblait si violemment, que j'ai failli lâcher la télécommande. Sandra avait abattu sa première carte. Elle ne me cherchait pas, en tant qu'épouse inquiète. Elle me dépeignait, comme un homme instable, et dangereux. Un vieil homme confus, qui avait besoin d'aide. Et si quelqu'un me trouvait, si la police me ramenait, je serais le fou. Le paranoïaque. Celui qui s'est enfui, sans raison, loin de sa femme aimante. J'ai alors réalisé, le génie pervers de son plan. Si je revenais de mon plein gré, elle contrôlerait le récit. Elle dirait que j'ai eu un épisode psychotique. Que j'avais besoin de traitement, peut-être même d'être interné. Et pendant que j'étais sous médicaments, déclaré mentalement incompétent, elle aurait le pouvoir légal sur toutes nos finances, sur notre maison, sur ma vie. Et si je ne revenais pas, si je restais caché, elle finirait par me faire déclarer disparu, puis mort, et elle hériterait de tout, de toute façon. J'étais pris au piège, échec et mat sous tous les angles. Mais le vieil homme du restaurant avait dit autre chose. Quelque chose que je n'avais pas complètement assimilé, sur le moment. Trouver un endroit sûr, et appeler un avocat. Un bon avocat, pas de cette ville. J'ai sorti mon portefeuille. À l'intérieur, j'avais mon permis de conduire, quelques cartes de crédit, et la carte de visite de Damian, l'avocat de Sandra. Je l'ai regardé avec mépris. Il faisait partie de ça. J'en étais sûr. La façon dont il nous avait pressés, de signer les documents. La façon dont il souriait, pendant que Sandra parlait. J'ai déchiré la carte en petits morceaux, et les ai jetés à la poubelle. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de quelqu'un en qui je pouvais avoir confiance. Quelqu'un qui connaissait ma vraie histoire. Quelqu'un qui savait que je n'étais pas fou. J'ai pensé à mes anciens collègues, mais la plupart avaient déménagé, après leur retraite. J'ai pensé à nos voisins, mais ils connaissaient tous Sandra, mieux que moi. Elle était la sociable. La charmante. Celle qui organisait les fêtes de quartier. Je n'étais que le mari silencieux, qui travaillait trop. Puis je me suis souvenu de Norma, ma jeune sœur. Nous nous étions éloignés, ces dernières années. Sandra avait toujours une excuse, pour ne pas lui rendre visite. Elle disait que Norma était fouineuse, bavarde. Qu'elle critiquait toujours notre mariage. Maintenant, je me demandais si Norma avait vu quelque chose que je ne voulais pas voir. Si elle avait essayé de m'avertir. Et si moi, aveuglé par l'amour, je n'avais pas écouté. J'ai décroché le téléphone de l'hôtel. Je ne pouvais pas utiliser mon téléphone portable. Sandra pouvait probablement le localiser. J'ai composé le numéro de Norma, que je connaissais par cœur. Il a sonné 3 fois, avant qu'elle ne réponde. Allô. Sa voix semblait endormie. Il n'était que 6h30 du matin. Norma, c'est moi.
Adolfo. Il y a eu un silence, puis, Adolfo? Pourquoi m'appelles-tu d'un numéro inconnu? J'ai vu les informations. Sandra a dit. Norma, écoute-moi. Tout ce que Sandra dit est un mensonge. Je ne suis pas confus. Je ne fais pas de crise. Je fuis parce que quelqu'un m'a prévenu que ma vie était en danger. Un autre silence, plus long. Je pouvais l'imaginer assise dans son lit, en train d'assimiler mes paroles, se demandant si son frère aîné avait finalement perdu la tête. Adolfo. Ça a l'air fou. Je sais que ça a l'air complètement insensé, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. Juste cette fois, je t'en prie. Ma voix s'est brisée. Tu es la seule famille qu'il me reste. La seule personne qui pourrait me croire. J'ai entendu sa respiration lourde, à l'autre bout du fil. Finalement, elle a parlé. Où es-tu? Dans un hôtel. Je ne peux pas te dire lequel par téléphone. Mais j'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin de ton aide, pour trouver un avocat. Quelqu'un qui ne connaît pas Sandra. Quelqu'un qui n'est pas de la ville. Adolfo. Si Sandra a porté plainte à la police, et que tu te caches, cela te donne une plus mauvaise image. Tu devrais rentrer, et tirer les choses au clair. Non. J'ai crié plus fort, que je ne le voulais. J'ai baissé la voix. Je ne peux pas rentrer. Si je rentre, elle gagne. Elle a déjà tout prévu. Le testament, les comptes bancaires, les témoins qui diront que je suis instable. Si je rentre, je perds tout. Y compris ma santé mentale. Parce qu'ils m'interneront, et me gaveront de médicaments. Jusqu'à ce que je ne sache même plus qui je suis. Norma est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a de nouveau parlé, sa voix était différente. Plus douce. Plus sérieuse. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'étrange, chez Sandra. Quelque chose sur quoi, je n'arrivais pas à mettre le doigt. La façon dont elle te contrôlait. La façon dont elle t'a isolé, de tout le monde. Maman l'a vu aussi, avant de mourir. Elle me l'a dit. Elle a dit que cette femme ne t'aimait pas vraiment. Qu'elle attendait simplement, quelque chose. Les larmes sont montées, à mes yeux. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'ai essayé, Adolfo. À plusieurs reprises. Mais, tu l'as défendu. Tu as dit que j'étais jalouse. Que je ne la connaissais pas bien. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Parce qu'à chaque fois que je le faisais, tu t'éloignais davantage de moi. Et je préférais t'avoir distant. Plutôt que de ne pas t'avoir du tout. J'ai essuyé mes larmes, avec le revers de ma main. Je suis désolé. Je suis désolé, de ne pas t'avoir écouté. Ça n'a plus d'importance, maintenant. Ce qui compte, c'est de te sortir de là. Donne-moi 1 heure. Je vais passer quelques coups de fil. Je connais une avocate, dans la capitale. Marcela Fuentes. Elle est bonne. Coriace. Elle ne se laisse pas facilement intimider. Si quelqu'un peut t'aider, c'est bien elle. Mais Adolfo, j'ai besoin que tu me dises exactement ce qui s'est passé. Tout, depuis le début. Je lui ai tout raconté. Le vieil homme, le restaurant, l'argent, l'avertissement, les 2 hommes, ma fuite, les messages menaçants de Sandra, le rapport de police. Quand j'ai eu terminé, Norma a soupiré profondément. Ce vieil homme qui t'a averti. Tu as pu saisir son nom? Non. Tout s'est passé si vite. Il faut le retrouver. C'est ta seule preuve, que tu n'inventes pas tout ça. Qu'il y avait une menace réelle. Comment le trouver? Je ne sais même pas qui c'est. Nous allons retourner au restaurant. Nous demanderons les images des caméras de sécurité. Les employés doivent se souvenir de lui. Un vieil homme dînant seul, à la table d'à côté de la tienne. Quelqu'un l'a vu. Quelqu'un le connaît. Pour la première fois depuis que tout ça avait commencé, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Je n'étais pas seul. Je n'étais pas fou. J'avais ma sœur. Et, elle me croyait. Merci, Norma. Tu ne sais pas ce que ça signifie pour moi. Nous sommes une famille, Adolfo. J'aurais dû me battre plus fort pour toi, il y a des années.
Je ne ferai pas la même erreur, aujourd'hui. Reste où tu es. Ne sors pas. N'utilise pas ton téléphone portable. Ne parle à personne. Je viendrai te chercher à midi. En attendant, je vais contacter Marcella et faire quelques recherches sur Damian. Cet avocat dont tu as parlé. S'il est impliqué là-dedans, il doit y avoir des traces. Les criminels laissent toujours des traces. Elle a raccroché. J'ai fixé le téléphone de l'hôtel. Dehors, la ville se réveillait. Je pouvais entendre la circulation. Les klaxons. La vie normale qui continuait. Tandis que mon monde restait suspendu, dans le chaos. J'ai regardé l'enveloppe, avec l'argent du vieil homme. Il restait encore, plus de 1800 €. Je me suis demandé qui était cet homme. Pourquoi il m'avait aidé. Ce qui lui était arrivé, pour qu'il connaisse si bien le danger, auquel je faisais face. Et puis j'ai compris. Il ne m'avait pas sauvé, par gentillesse. Il m'avait sauvé, parce que personne ne l'avait sauvé. Parce qu'il avait souffert, exactement de ce que j'étais sur le point de souffrir. Et il ne voulait pas, qu'une autre personne, traverse cet enfer. C'était sa forme de rédemption. Sa façon, de transformer sa tragédie en quelque chose de significatif. Où que vous soyez, vieil homme inconnu. Je vous devais la vie. Les heures jusqu'à midi, ont été les plus longues de ma vie. Chaque bruit dans le couloir, me faisait sursauter. Chaque sirène dans la rue, me convainquait qu'il venait me chercher. Je jetais un coup d'œil par la fenêtre toutes les 10 minutes, à la recherche de voitures de police. Des 2 hommes du restaurant. De tout signe, indiquant qu'ils m'avaient trouvé. Mais la rue, restait normale. Des gens allant au travail. Des mères emmenant leurs enfants à l'école. Un monde qui continuait de tourner. Inconscient de mon cauchemar personnel. À 12 heures, quelqu'un a frappé à la porte. 3 petits coups. Adolfo. C'est moi. La voix de Norma. J'ai ouvert rapidement. Ma sœur est entrée comme un tourbillon, portant un grand sac, et arborant une expression de farouche détermination. Elle m'a serré fort dans ses bras. Tu vas bien, Dieu merci. As-tu apporté des nouvelles? Elle a hoché la tête, en verrouillant la porte. J'ai parlé avec Marcella. Elle prendra ton affaire, mais elle doit te voir aujourd'hui. Je me suis aussi renseigné sur Damian Cortez. L'avocat de Sandra. Elle a sorti une tablette de son sac, et m'a montré l'écran. Regarde. C'est un article de journal, d'il y a 4 ans. Le gros titre disait, un avocat impliqué dans une affaire de fraude conjugale, échappe aux poursuites, faute de preuves. La photo montrait Damian, quittant un palais de justice, avec le même sourire dont je me souvenais. L'article expliquait, qu'il avait fait l'objet d'une enquête pour avoir aidé des femmes, à escroquer leurs maris âgés, grâce à des documents frauduleux. Mais l'affaire avait été rejetée, pour des raisons de vice de forme juridique. Ce n'était pas la seule affaire, a poursuivi Norma, en faisant glisser l'écran vers un autre article. En voici une autre d'il y a 2 ans, et une autre d'il y a 6 mois. Toujours le même schéma. Des femmes mariées à des hommes plus âgés. Les hommes, finissent par n'avoir plus rien. Damian est toujours impliqué, dans la partie légale. Mais il n'y a jamais assez de preuves, pour le faire condamner. J'ai ressenti des nausées. Sandra savait. C'est pourquoi, elle avait insisté pour aller le voir. Exactement. Et, il y a plus. J'ai fait des recherches sur le passé de Sandra, avant qu'elle ne t'épouse. Savais-tu, qu'elle avait été mariée avant toi? Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Non. Elle m'a dit que j'étais son premier mari. Norma a secoué la tête. Elle s'est mariée à 23 ans. À un homme d'affaires nommé Hernan Valdez. Il avait 52 ans. Le mariage a duré 11 ans. Hernan est mort d'une crise cardiaque soudaine. Sandra a hérité de tout. Plus d'un demi-million d'euros, en biens immobiliers et assurance vie. Oh, mon Dieu. Adolfo. Sandra suit un modèle. Elle cherche des hommes plus âgés, stables, avec de bonnes économies. Elle les épouse. Elle attend. Et quand le bon moment arrive. Quand ils ont accès à leur argent de retraite, ou à leur pension. Il se passe quelque chose. Soit un décès, soit une disparition.
soit une déclaration d'incapacité mentale. Et elle, récupère tout. Je suis tombé sur le lit. 36 ans. 36 ans de ma vie. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Parce que c'est une professionnelle. Parce qu'elle sait exactement comment agir. Comment être l'épouse parfaite. Comment ne pas éveiller les soupçons, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Norma s'est assise à côté de moi, et a pris ma main. Mais cette fois, elle a fait une erreur. Cette fois, tu as eu un avertissement. Et cette fois, elle n'est pas seule là-dedans. Elle travaille avec une équipe. Damien. Probablement, ces hommes du restaurant. Qui c'est qui d'autre? Et là où il y a une équipe, il y a des failles. Il y a des désaccords. Il y a des preuves. Le vieil homme, ai-je dit soudainement. L'homme qui m'a averti. Il faut le retrouver. Je m'en occupe déjà. Je suis allé au restaurant, ce matin. Avant de venir ici, j'ai parlé avec le gérant. Il m'a montré les images de sécurité, de la nuit dernière. Elle a sorti son téléphone, et m'a montré une capture d'écran. C'était flou, mais clair. Le vieil homme assis à sa table, regardant vers l'endroit où j'étais. Son nom est Eliseo Vargas. C'est un habitué du restaurant. Le gérant m'a donné son numéro de téléphone. Je l'ai déjà appelé, et il est en route pour ici. Il devrait arriver dans 1 heure. Adolfo. Cet homme a traversé, exactement ce que tu traverses. Son ex-femme, travaillait avec le même groupe. Damien, était l'avocat, lui aussi. Eliseo, a tout perdu. Sa maison, les économies de toute une vie. Il a failli finir, dans un asile psychiatrique. Il lui a fallu 3 ans. Pour s'en remettre. Et tâche 2 autres années, pour rassembler des preuves, de ce qu'ils lui ont fait. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Le délai de prescription était dépassé. Il ne pouvait pas les poursuivre, en justice. C'est pour ça, qu'il m'a prévenu. Il ne voulait pas que je subisse, la même chose. Exactement. Et maintenant, il veut t'aider. Il a des informations. Des documents, des noms, tout ce qu'il a rassemblé, lors de son enquête personnelle. Marcel a dit, qu'avec ça et ton témoignage, nous pouvons monter un dossier. Non seulement pour te protéger, mais pour enfin démasquer tout ce réseau. Je me suis levé, et j'ai marché vers la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Mais pour moi, tout avait changé. Je n'étais plus la victime effrayée, fuyant dans la nuit. Maintenant, j'avais des alliés. J'avais des informations. J'avais une chance de me battre. Et pour Sandra? Que fait-elle, en ce moment? Norma a hésité. Elle a été très active, sur les réseaux sociaux. Elle a posté ta photo, avec un message émouvant. Sur la façon dont tu es porté disparu, et à quel point, elle est dévastée. Elle a des centaines de commentaires de soutien. Des gens qui proposent leur aide, pour te chercher. Elle joue parfaitement. Le rôle de la femme inquiète. Elle crée son récit. Pour que quand je réapparaisse, tout le monde croira déjà que je suis malade. C'est pour cela, que tu ne peux pas simplement réapparaître. Tu as besoin d'une stratégie. Marcella a un plan. Mais d'abord, nous devons rassembler, toutes les preuves possibles. Eliseo, est essentiel. Damien, est le maillon faible. Et nous avons besoin, d'accéder à tes comptes bancaires. Pour documenter tout mouvement suspect, que Sandra aurait pu faire. Je ne peux pas accéder à mes comptes, sans qu'elle le sache. Si j'essaie de me connecter, elle recevra une notification. Marcella, s'occupera de ça. Elle a des contacts, dans des institutions financières. Elle peut demander les dossiers, sous protection juridique. Mais, cela prendra quelques jours. Norma a regardé sa montre. Eliseo ne devrait pas tarder. En attendant, je t'ai apporté quelques affaires. Elle a ouvert son sac, et a sorti des vêtements, des articles de toilette, une casquette, et des lunettes noires. Tu ne peux plus rester ici, très longtemps. Cet hôtel est trop public. J'ai un chalet en périphérie, à 2 heures d'ici. Personne ne connaît cet endroit. Pas même Sandra. Nous irons là-bas ce soir.
Après avoir rencontré Eliseo et Marcella. Merci, Norma. Je ne sais pas comment te remercier. Te sauver la vie est un remerciement suffisant. Et, Adolfo. Quand tout ça sera fini. Quand Sandra et ses complices seront derrière les barreaux. Je veux que tu me promettes quelque chose. N'importe quoi. Que tu n'ignoreras plus jamais les signes avant-coureurs. Que tu ne feras plus jamais. Une confiance aveugle, sans poser de questions. Que tu valoriseras ta propre intuition, autant que tu valorises l'amour de quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête, les larmes aux yeux. Je te le promets. 30 minutes plus tard, on a de nouveau frappé à la porte. Norma a ouvert. Un vieil homme maigre aux cheveux gris, et aux yeux fatigués, est entré lentement. C'était lui. L'homme du restaurant. Eliseo. Nous nous sommes regardés en silence, pendant un moment. Puis il a tendu la main. Je suis heureux que vous ayez pu vous échapper, Adolfo. Que vous ayez écouté. Je lui ai serré la main. Elle était ferme, malgré son apparence frêle. Vous m'avez sauvé la vie. Pas encore. Votre vie ne sera en sécurité que lorsque cette femme et tous ses complices seront là où est leur place. Et pour ça, nous devons travailler ensemble. Il s'est assis sur la seule chaise de la pièce et a sorti un épais dossier de sa mallette. Ce dossier contient 5 ans de recherche. Des noms, des adresses, des schémas, des victimes. Sandra n'est pas la seule. Il y a au moins 7 femmes qui travaillent avec ce groupe. Damian est le cerveau juridique. Mais il y a quelqu'un au-dessus de lui. Quelqu'un qui coordonne tout. Quelqu'un qui choisit les victimes, forme les femmes, planifie les escroqueries. Qui? Eliseo a ouvert le dossier et a montré une photo. C'était un homme dans la cinquantaine, bien habillé, avec une expression froide. Son nom est Marcelo Estrada. Il est psychologue de profession. Un expert en manipulation et en contrôle mental. Il conçoit les profils. Il apprend à ses femmes comment être les épouses parfaites. Comment repérer les vulnérabilités. Comment isoler leurs victimes. De leur famille et de leurs amis. Comment créer une dépendance émotionnelle. J'ai regardé la photo avec horreur. Et pourquoi la police n'a rien fait? Parce qu'ils sont intelligents. Ils ne laissent jamais de preuves directes. Tout a l'air légitime, sur le papier. De vrais mariages. Des documents signés légalement. Des décès qui semblent naturels, ou accidentels. Des déclarations d'incapacité mentale. Soutenues par des médecins corrompus. C'est un système parfait. Ou plutôt, il l'était, jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Eliseo a souri, pour la première fois. Un sourire triste, mais déterminé. Vous avez tout changé. Parce que vous vous êtes échappé, avant qu'ils ne puissent exécuter leur plan. Parce que maintenant, vous avez le temps de vous préparer. Et parce que cette fois-ci, nous avons quelqu'un de l'autre côté, prêt à témoigner, avant qu'il ne soit trop tard. Norma s'est penchée en avant. Ce que nous devons faire en premier. Adolfo a besoin d'une protection juridique immédiate. Marcella peut demander une ordonnance d'éloignement temporaire contre Sandra, sur la base de menaces documentées. Deuxièmement, nous avons besoin d'accéder au dossier financier, avant que Sandra ne puisse effacer les preuves. Troisièmement, nous avons besoin d'enregistrer des aveux. Des aveux de Sandra, ou de Damian. Ou mieux encore, de Marcelo. Eliseo s'est adossé à sa chaise. Et je sais exactement comment les obtenir. Le plan d'Eliseo était risqué, presque suicidaire. Mais c'était notre seule option. Nous étions assis dans le chalet de Norma. Une petite structure entourée de pins, à 2 heures de la ville. La nuit était tombée, et la seule lumière provenait d'une lampe sur la table en bois, où Eliseo étalait des documents, des photos et des diagrammes. Marcela Fuentes, l'avocate que Norma avait contactée, était avec nous. C'était une femme dans la quarantaine, les cheveux courts, un regard perçant, vêtue d'un tailleur noir. Elle avait examiné chaque document apporté par Eliseo, avec la minutie d'un chirurgien. C'est solide, a-t-elle dit. Enfin, il y a un schéma clair. Cette victime au cours des 12 dernières années. Tous mariés à des hommes,
entre 55 et 70 ans. Toutes les victimes ont perdu leurs économies. 3 sont morts dans des circonstances suspectes, mais qui n'ont jamais fait l'objet d'une enquête approfondie. Damian Cortez apparaît comme représentant légal dans 6 de ces 7 cas. Et ce Marcelo Estrada, bien qu'il n'apparaisse pas dans les documents officiels, est personnellement lié à chacune des femmes impliquées. Est-ce suffisant pour les faire arrêter, ai-je demandé, plein d'espoir. Marcella a secoué la tête. C'est assez pour lancer une enquête, mais pas pour obtenir des condamnations. Tout ceci n'est que présomption. Il nous faut des preuves directes. Des aveux enregistrés, des virements bancaires montrant le mouvement coordonné des fonds volés, des communications entre les conspirateurs, discutant de leur plan. Sans cela, un bon avocat de la défense peut soutenir que tout ceci n'est qu'une coïncidence. C'est pour ça qu'il faut qu'Adolfo y retourne, a déclaré Eliseo. Tout le monde m'a regardé. J'ai senti un frisson me parcourir la colonne vertébrale. Retourner. Vous êtes fou? Si j'y retourne, Sandra a gagné. Non. Si vous y retournez, selon nos conditions, a expliqué Eliseo, en se penchant en avant. Écoutez. Sandra pense que vous avez 2 options. Soit vous revenez comme le mari confus et vulnérable, soit vous restez caché, jusqu'à ce qu'elle vous fasse déclarer mort. Mais il y a une 3e option, qu'elle n'envisage pas. Vous y retournez, mais pas à la maison. Vous y retournez, dans un lieu public, avec des témoins, avec un avocat présent, et avec un appareil d'enregistrement caché. Marcella a hoché la tête. Je serai avec vous. Nous appellerions Sandra, et lui dirions que vous voulez la rencontrer pour discuter. Dans un endroit neutre. Un café, un parc. Je serai à une table à proximité. Vous porteriez un micro. Le but est de la faire parler. De lui faire avouer. Les gens arrogants font des erreurs quand ils pensent avoir gagné. Si Sandra pense que vous êtes revenu vaincu, prêt à accepter tout ce qu'elle dit, elle pourrait baisser sa garde. C'est trop dangereux, est intervenue Norma. Et si elle amène ses hommes? Et si elle tente quelque chose, sur place? Elle ne le fera pas, a déclaré Eliseo, avec confiance. Pas en public. Pas en présence d'un avocat. Elle est calculatrice. Elle attendra le moment parfait. Mais lors de cette conversation, si Adolfo pose les bonnes questions, s'il lui met subtilement la pression, elle dira quelque chose. Quelque chose que nous pourrons utiliser. Et si ça ne marche pas, ai-je demandé. Ma voix tremblait. Alors nous utiliserons le plan B, a répondu Eliseo. Il a sorti un autre document. Damian est plus faible que Sandra. Plus nerveux. J'ai des informations, selon lesquelles il a des problèmes d'argent. Des dettes de jeu. Si nous lui mettons la pression correctement. Si nous lui offrons l'immunité, en échange de son témoignage contre les autres, il pourrait craquer. Marcella a étudié le document. J'ai besoin de l'autorisation du bureau du procureur, pour proposer un accord. Et pour cela, je dois leur montrer que nous avons un dossier solide. Ce qui nous ramène, à la case départ. Il nous faut, plus de preuves. Le silence, a rempli le chalet. Le seul bruit, était le crépitement de la cheminée, et le vent dans les arbres à l'extérieur. J'ai regardé chaque personne, dans cette pièce. Norma, ma sœur, qui a tout laissé tomber pour m'aider. Marcella, qui avait pris un cas dangereux, sans aucune garantie de paiement. Et Eliseo, un homme détruit par ce même groupe, qui au lieu d'abandonner, avait consacré des années à rassembler des preuves. Attendant le moment, de s'en servir. Je vais le faire, ai-je dit, finalement. Je vais rencontrer Sandra. Norma a saisi ma main. Adolfo, tu n'es pas obligé de le faire. Si, je le suis. Pas seulement pour moi. Pour toutes les autres victimes. Pour les hommes qui sont morts, sans connaître la vérité. Pour ceux qui sont en train d'être piégés en ce moment même, comme prochaine cible. Cela doit cesser. Eliseo a souri. Vous êtes plus courageux que vous ne le pensez, Adolfo. Votre femme a choisi la mauvaise victime, cette fois-ci. Marcella a sorti son téléphone. Très bien. Mettons-nous au travail. D'accord? Demain matin, nous appellerons Sandra.
Nous lui dirons qu'Adolfo veut lui parler. Qu'il est confus et effrayé. Qu'il a besoin de la voir. Nous planifierons la rencontre pour demain après-midi au Central Café. C'est un lieu public. Il y a des caméras de sécurité. Et je connais le propriétaire. Je peux m'assurer de sa coopération, si nous avons besoin de la vidéo plus tard. Adolfo, vous arriverez le premier. Je serai à une table au fond, avec Norma. Eliseo, vous serez dehors dans une voiture, à l'affût de tout ce qui serait suspect. Si les hommes du restaurant se pointent, vous nous prévenez immédiatement. Et que dois-je dire à Sandra, ai-je demandé. Comment puis-je la mener à parler, sans qu'elle ne se doute de quelque chose? Eliseo s'est penché en avant. Vous lui dites partiellement la vérité. Vous lui dites qu'un inconnu vous a fait peur au restaurant. Qu'il vous a dit des choses horribles sur elle. Que vous avez paniqué et pris la fuite. Que vous réalisez maintenant que c'était ridicule. Que vous avez honte. Que vous voulez arranger les choses. Flattez son ego. Faites-lui croire qu'elle a gagné. Que vous êtes le pauvre idiot confus. Qu'elle dépeint au monde entier. Et ensuite, a poursuivi Marcella, vous commencez à poser des questions. Des questions innocentes. Pourquoi a-t-elle insisté, pour modifier le testament en ce moment précis? Pourquoi avons-nous regroupé tous les comptes bancaires? Qui est vraiment Damian, pour elle? Pourquoi ces hommes? Était-il au restaurant? Si elle est en confiance. Si elle pense que vous êtes inoffensif. Elle pourrait répondre, avec des vérités, ou au moins des demi-vérités, que nous pourrons utiliser. Et si elle refuse, de me rencontrer, a demandé Norma. Alors, nous saurons qu'elle se doute de quelque chose, a répondu Eliseo. Et nous passerons au plan B, immédiatement. Mais je ne pense pas, qu'elle refusera. Sandra a besoin, de vous contrôler. Elle a besoin, de s'assurer que vous êtes sous son pouvoir. Une rencontre en face à face, est exactement ce qu'elle veut. Seulement cette fois, les règles du jeu ont changé. Nous avons passé les 2 heures suivantes, à préparer chaque détail. Marcella m'a coaché sur la façon de poser des questions, sans avoir l'air accusateur. Comment rester calme, même si Sandra disait des choses blessantes? Comment détecter, quand elle mentait par rapport à quand elle était sincère? Eliseo m'a montré l'appareil d'enregistrement. Il était petit. De la taille d'un bouton, avec une autonomie de batterie de 6 heures. Il serait fixé à l'intérieur de ma chemise, complètement invisible. Encore une chose, a dit Eliseo avant que nous ayons terminé. Sandra va essayer de vous toucher. De vous prendre la main. De vous serrer dans ses bras. Ça fait partie de sa stratégie. Le contact physique, pour créer un lien émotionnel. Pour vous faire baisser vos défenses. Ne la repoussez pas brusquement. Parce qu'elle se doutera de quelque chose. Mais ne vous laissez pas manipuler non plus. Gardez une distance professionnelle. N'oubliez pas, que la femme que vous avez connue, n'a jamais existé. La femme qui sera devant vous demain est une actrice. Une prédatrice. Une criminelle. Ces mots ont résonné dans mon esprit alors que j'essayais de dormir cette nuit-là, dans la petite chambre du chalet. Comment avais-je pu être aussi aveugle, pendant 36 ans? Comment n'avais-je pas vu les signes? Chaque moment de tendresse, chaque sourire, chaque je t'aime. Tout cela avait été une performance calculée. Je suis tombé amoureux d'un fantôme. D'une illusion soigneusement créée, pour extraire chaque centime de ma vie. Mais demain, ce fantôme allait devoir faire face à la réalité. Et moi, je serais prêt. Le matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillé avec l'estomac noué, et les mains moites. Norma a préparé du café fort et des toasts, mais je pouvais à peine avaler une bouchée. Marcella est arrivée à 9 heures précises, avec une mallette noire, et une expression grave. Nous avons revu le plan, une fois de plus. Chaque détail, chaque imprévu. À 10 heures, elle a composé le numéro de Sandra, depuis son téléphone. Madame Ramirez, ici Marcella Fuentes, avocate. Je représente votre mari, Adolfo. Sa voix était professionnelle, neutre. J'ai entendu la réponse de Sandra, sur le haut-parleur. Où est-il? Est-ce qu'il va bien? J'étais folle d'inquiétude. La voix de Sandra semblait brisée,
angoissé. Une performance parfaite. Il est avec moi. Il est confus et effrayé, mais physiquement il va bien. Il veut vous rencontrer, pour discuter. Il y a eu une pause. Je pouvais imaginer Sandra en train de calculer. De réfléchir. Bien sûr. Dites-moi où, et quand. J'y serai immédiatement. Au Central Café, aujourd'hui à 15 heures. Juste vous deux. Je serai présente au début, pour m'assurer que tout reste courtois, mais ensuite je vous laisserai votre intimité. Mon intimité? Pourquoi avez-vous besoin d'être présente? La voix de Sandra a légèrement changé. Plus prudente. Votre mari a fait appel à mes services, Madame Ramirez. Il est de mon devoir, de protéger ses intérêts. Mais je vous assure, qu'il veut simplement parler. Pour éclaircir les choses. Pour comprendre ce qui s'est passé. Une autre pause. Très bien. À 15 heures, j'y serai. Marcella a raccroché, et m'a regardé. Elle vient, et elle est nerveuse. Ce qui est une bonne chose. Les gens nerveux, font des erreurs. Les heures qui ont suivi, ont été une pure agonie. J'ai pris une douche, je me suis rasé, j'ai mis les vêtements que Norma avait apportés. Une chemise bleu clair, où Eliseo a attaché l'appareil d'enregistrement au 3e bouton. Un pantalon de costume gris. J'avais l'air présentable. Normal. Comme l'Adalfo que j'avais toujours été. Mais à l'intérieur, j'étais une boule de nerfs. À 14h30, nous sommes partis pour la ville. Eliseo conduisait sa vieille berline. Norma était sur le siège passager. Marcella et moi étions à l'arrière. Personne ne parlait. La tension était palpable. Quand nous sommes arrivés au Central Café, Eliseo s'est garé à une demi-rue de là. Avec une vue dégagée, sur l'entrée. Marcella et Norma sont entrées les premières, et ont pris une table au fond, près des fenêtres. J'ai attendu 5 minutes, puis je suis entré. Le café était moyennement rempli. De jeunes couples, des étudiants avec des ordinateurs portables, un homme d'affaires lisant le journal. La vie normale. J'ai choisi une table près du centre. Visible de l'endroit où se trouvait Marcella, mais pas trop près. J'ai commandé un café, que je savais que je ne boirais pas. Et j'ai attendu. À 15 heures tapantes, Sandra est entrée. Mon cœur s'est arrêté. Elle avait l'air impeccable. Élégante robe grise, coiffure parfaite, maquillage qui cachait tout signe de stress. Mais ses yeux m'ont trouvé immédiatement. Et dans son regard, j'ai vu quelque chose, qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du calcul. De l'évaluation. Comme un prédateur, qui jauge sa proie. Elle a marché vers ma table, avec des pas mesurés. Adalfo. Sa voix était douce, contrôlée. Elle s'est assise en face de moi, sans attendre d'invitation. Dieu merci, tu vas bien. J'étais tellement inquiète. Je me suis souvenu des mots d'Eliseo. Agissez de façon vulnérable. Faites-lui croire qu'elle a gagné. Sandra, je suis désolé. Je suis désolé de t'avoir fait peur. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Elle a tendu la main sur la table, en attrapant la mienne. Ses doigts étaient froids. Ce n'est rien, mon amour. Tu as été soumis à beaucoup de pression. La retraite, c'est difficile. Cet homme au restaurant. J'ai laissé ma voix trembler. Il m'a dit des choses horribles sur toi. Sur nous. J'ai paniqué. Et quel homme? Ses yeux se sont légèrement plissés. Un vieil homme. Il était à la table à côté de nous. Il m'a donné de l'argent, et m'a dit de fuir. Que ma vie était en danger. J'ai fait une pause, comme si c'était difficile à dire. Que tu n'étais pas celle que je croyais. Sandra a ri. C'était un rire doux et indulgent, mais il y avait quelque chose de forcé là-dedans. Adalfo, chéri, un fou t'a fait peur. Probablement, une personne malade mentale. Et toi, étant tellement stressé, tu l'as cru. C'est compréhensible. Tu penses vraiment que ce n'était que ça? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle a serré ma main.
Nous sommes ensemble, depuis 36 ans. Tu me connais. Tu sais qui je suis. Est-ce que je te connais vraiment? Les mots sont sortis, avant que je ne puisse les arrêter. J'ai vu un éclair, dans ses yeux. Du danger. Mais ensuite, son expression s'est de nouveau adoucie. Adolfo, tu parles comme ce fou du restaurant. Qu'est-ce qui te tracasse vraiment? J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Pourquoi as-tu insisté, pour le testament juste après ma retraite? Je te l'ai déjà expliqué. Pour que tout soit en ordre. C'est la chose responsable à faire. Et pourquoi consolider tous les comptes? Pourquoi cette précipitation? Sa main s'est crispée, sur la mienne. Pour simplifier nos finances. Adolfo, qu'insinues-tu? Rien. J'essaie juste de comprendre. Parce que cet homme, Eliseo, son nom, c'était. M'a dit qu'il connaissait ton mode opératoire. Que tu fais ça. Que tu épouses des hommes plus âgés, et que tu attends qu'ils aient accès à l'argent de leur retraite. Et ensuite. Sandra a retiré sa main, brusquement. Son visage s'est transformé. Le masque de l'inquiétude est tombé, et j'ai vu quelque chose en dessous. Quelque chose de froid, et calculateur. Eliseo. Eliseo Vargas, t'as parlé. Tu le connais? Une légère surprise. C'est un vieil homme amer, qui a ruiné sa propre vie, et qui maintenant blâme les autres. Que t'a-t-il dit d'autre? Que tu avais été marié auparavant. À un homme nommé Hernan. Qu'il est mort, et que tu as hérité de tout. Le silence qui a suivi, a été assourdissant. Sandra me fixait intensément. Je pouvais voir son esprit travailler, calculer son prochain mouvement. Finalement, elle a parlé. Sa voix était plus basse, plus dangereuse. Tu as enquêté, sur mon passé. Je cherchais juste, des réponses. Oui, j'ai déjà été marié. Et oui, Hernan est mort d'une crise cardiaque. Quelque chose de tout à fait naturel. Il avait un cœur faible. Et qu'est-ce que ça a à voir, avec nous? Ça a à voir avec Damian. Ton avocat. Qui, par coïncidence, a été impliqué dans de multiples affaires de fraude conjugale. Ses yeux sont devenus, de la glace pure. Fais attention, Adolfo. Tu parles de choses, que tu ne comprends pas. Alors aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre pourquoi deux hommes sont entrés dans le restaurant ce soir-là, en me regardant comme si j'étais une cible. Aide-moi à comprendre, pourquoi tu as signalé ma disparition. Comme si j'étais mentalement instable. Aide-moi à comprendre pourquoi j'ai l'impression, que pendant 36 ans, j'ai vécu avec une étrangère. Sandra s'est adossée à sa chaise. Un sourire froid, est apparu sur ses lèvres. Tu sais quel est ton problème, Adolfo? Tu es trop confiant. Trop innocent. Trop facile. Facile? Facile à lire. Facile à manipuler. Facile à contrôler. Dès le premier jour où je t'ai rencontré, je savais exactement quel genre d'homme tu étais. Solitaire, désespéré de trouver l'amour, travailleur, mais sans réelle ambition. Le type parfait d'homme, qui donnerait tout. Pour une femme qui lui prêterait de l'attention. Je me sentais, comme si on m'avait donné un coup de poing. Tu ne m'as jamais aimé. L'amour, a-t-elle ri. L'amour est un conte de fées, pour les gens naïfs comme toi. Ce fut toujours une affaire, Adolfo. Une affaire très lucrative. Et tu as été l'investissement parfait. Stable, prévisible. Avec de bonnes économies, et une pension généreuse. C'était tout un mensonge. Chaque moment, chaque baiser, chaque promesse. Une performance, a-t-elle dit en haussant les épaules. Une très bonne performance. Je dois admettre que 36 ans est mon record personnel. Mais il était enfin temps, d'encaisser les bénéfices. Et ça aurait été une transition en douceur, si ce maudit Eliseo n'avait pas mis son nez là-dedans. Que allais-tu me faire? Sandra s'est penchée en avant. Sa voix n'était qu'un murmure. Les hommes du restaurant allaient nous suivre jusqu'au parking. Tu allais subir une violente agression. Un traumatisme crânien grave. Tu aurais été conduit à l'hôpital. Ou un médecin très sympathique aurait déterminé que tu avais subi des dommages neurologiques importants.
J'aurais obtenu une procuration sur toi. J'aurais vidé tous les comptes. Vendu la maison. Et ensuite, tristement, tu serais mort de complications. Et moi, la veuve dévastée, j'aurais hérité de tout. Propre, simple, légal. J'avais la nausée, mais l'appareil enregistrait chaque mot. Chaque aveu. Et Damian? Marcelo? Font-ils partie de ça? Une équipe, a-t-elle dit avec fierté. Damian gère la partie légale. Marcelo forme et coordonne. Et il y en a d'autres. Nous sommes 7 à travailler sur différentes cibles. C'est un système parfait. Ou plutôt, il l'était jusqu'à maintenant. Ses yeux ont brillé dangereusement. Tu crois que parce que tu as enregistré cette conversation, tu as gagné? Tu crois que ta petite avocate là-bas peut faire quelque chose? Elle a montré du doigt la direction où se trouvait Marcella, sans même regarder. Je savais qu'elle était là, dès l'instant où je suis entré. Je savais que tu portais un micro. Je ne suis pas stupide, Adolfo. Mon sang s'est glacé. Si tu savais que j'enregistrais, ai-je dit, en essayant de contrôler la panique dans ma voix. Pourquoi as-tu tout avoué? Sandra s'est adossée à sa chaise, avec un sourire qui m'a retourné l'estomac. Parce qu'un enregistrement sans contexte ne veut rien dire, Adolfo. Tu crois qu'un juge croira à des aveux aussi opportuns? Mon avocat soutiendra que je jouais le jeu avec toi. Que j'essayais de calmer mon pauvre mari paranoïaque. En lui disant ce qu'il voulait entendre. Que c'était une comédie pour ne pas te contrarier davantage, compte tenu de ton état mental fragile. Elle s'est penchée en avant. J'ai les témoignages de 5 voisins, qui diront que tu as eu un comportement étrange. J'ai des emails, que tu es censé avoir envoyés, avec un contenu incohérent. J'ai planifié des rendez-vous médicaux, auxquels tu ne t'es jamais présenté. Ce qui suggère un déni de ta détérioration. J'ai construit ton profil de démence, au cours des 6 derniers mois, Adolfo. Cet enregistrement ne fait que renforcer mon récit. J'ai senti le monde se refermer sur moi. J'avais été si naïf. Si stupide, de penser que nous pourrions la piéger, avec quelque chose d'aussi simple. Les emails, les rendez-vous chez le médecin. Tu les as falsifiés. Prouve-le. Son sourire s'est élargi. Chaque document porte ta signature, ton adresse email, tes informations. Et quand les experts en informatique légale vérifieront ton ordinateur à la maison, ils trouveront tout là-dedans. Parce que, c'est moi qui ai tout mis là. J'ai eu accès à ton ordinateur pendant des années, mon cher mari. Éliseo a des documents. Des preuves de tes autres mariages. Des autres victimes. Éliseo est un vieillard amer, sans aucune crédibilité. Son affaire a été rejetée. Il a signé tous les documents volontairement. Il n'y a pas de crime à hériter d'un mari décédé naturellement. Il n'y a pas de crime à divorcer de quelqu'un qui s'est avéré violent. Chacune de mes relations précédentes a une explication parfaitement légale. Et Damian et Marcelo, quand ils feront l'objet d'une enquête, ils ne trouveront rien. Damian est juste un avocat qui fait son travail. Marcelo est un psychologue respecté. Au pire, ils témoigneront de ton instabilité mentale. Sur la façon dont tu as cherché de l'aide juridique et psychologique. Parce que tu étais paranoïaque à propos de ta propre femme. Tout est parfaitement tissé, Adolfo. Comme une toile, dont tu ne peux pas t'échapper. J'ai jeté un coup d'œil discret, à l'endroit où se trouvait Marcella. Elle avait tout entendu, via le microphone. J'ai vu son expression tendue. Elle aussi a compris, ce que disait Sandra. Nous étions tombés, dans un piège plus élaboré que nous l'imaginions. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, ai-je demandé. Ma voix n'était qu'un murmure. Que se passe-t-il, à présent? Sandra a regardé sa montre. Maintenant, tu te lèves et tu marches vers la sortie avec moi. Calmement. Comme le mari repentant, qui a enfin entendu raison. Il y a une voiture qui attend. Dehors. Nous t'emmènerons dans une clinique privée. Où tu recevras l'aide dont tu as si désespérément besoin. Tu seras sous sédatif. Confortable. En sécurité. Et dans quelques semaines, quand les papiers seront signés et que les virements seront terminés, tu auras un accident malheureux.
Peut-être une tentative d'évasion, qui finit mal. Peut-être une réaction indésirable, aux médicaments. Marcelo décidera des détails. C'est lui l'expert. Et si je refuse? Si je crie, juste ici? Si je dis à tout le monde, ce que tu es? Alors, tu feras une scène. Les gens verront un homme agité, criant des accusations folles, à sa femme inquiète. Ils appelleront la police, ou une ambulance. Quoi qu'il en soit, tu finiras sous sédatif, et sous soins psychiatriques. Tu vois? Tu n'as aucune option gagnante. Adolfo. Le jeu s'est terminé il y a longtemps. Tu ne le savais tout simplement pas. J'ai regardé dans ses yeux froids, et j'ai compris qu'elle savourait ce moment. Après 36 ans de comédie, elle pouvait enfin montrer son vrai visage. Et ce visage était le visage d'un monstre. Il y a quelque chose que tu ne comprends pas, Sandra, ai-je dit, surpris de la sérénité de ma voix. Eliseo n'a pas tout perdu. Oui, il a perdu son argent. Oui, il a perdu sa maison. Mais, il n'a pas perdu sa raison de vivre. Pendant 5 ans. Il ne s'est pas contenté de rassembler des documents sur toi et tes complices. Il a rassemblé des victimes. Il a trouvé les autres hommes. Que tu as détruits. 3 d'entre eux sont encore en vie. Et ils sont prêts à témoigner. J'ai vu une lueur d'incertitude dans ses yeux. Tu mens. Et, il y a autre chose. Le document que tu m'as fait signer. Damien a commis une erreur. Une petite erreur dans les dates, que Marcella a remarqué. Le document est signé 3 jours avant le rendez-vous, que nous aurions soi-disant eu dans son bureau. Une erreur administrative, dira-t-il. Mais, combiné à tout le reste. C'est une autre fissure, dans ton histoire parfaite. Ça n'a pas d'importance. Ce sont des détails mineurs qui... Et puis il y a Bernardo. Sandra est devenue complètement immobile. Qu'est-ce que tu as dit? Bernardo. Le comptable, qui a travaillé avec Damien il y a 4 ans. Celui qui a traité les virements de l'affaire de Hernan. Ton premier mari. Eliseo l'a retrouvé. Et Bernardo a gardé des copies. Des copies de transactions. Qui montrent comment l'argent de Hernan a afflué vers des comptes offshore. Des comptes, à ton nom. Des comptes, qu'il n'a jamais déclarés. Fraude fiscale, Sandra. Ça, c'est un vrai crime, avec des preuves tangibles. Le visage de Sandra a perdu toutes ses couleurs. Bernardo a signé des accords de confidentialité. S'il parle, nous le détruirons légalement. Il a déjà parlé. Ce matin. Avant d'arriver ici. Marcella a sa déclaration. Et les documents. Et une ordonnance du tribunal, qui est en train d'être exécutée en ce moment même, dans les bureaux de Damien. Je mentais en partie. Nous n'avions pas encore toutes ces preuves. Mais j'avais besoin de la déstabiliser. J'avais besoin qu'elle fasse une erreur. J'ai vu ses mains trembler légèrement. J'ai vu ses yeux foudroyer la porte, l'air calculateur. Et puis elle l'a fait. Elle a sorti son téléphone, et a composé rapidement un numéro. Marcelo. Nous avons un problème. J'ai besoin que tu viennes au Central Café, maintenant. Et amène les frères. Elle a raccroché, et m'a regardé, avec une haine pure. Tu as commis une erreur, Adolfo. Une erreur fatale. Tu aurais pu avoir une mort paisible. Maintenant, ce sera différent. Tu me menaces devant tous ces témoins. Il n'y a pas de témoins. Juste une femme inquiète, qui appelle à l'aide pour son mari instable. Elle s'est levée. Ne bouge pas de cette chaise. Marcelo sera là dans 5 minutes. Mais je me suis levé aussi. Je n'irai nulle part avec toi. Non. Sa voix s'est élevée en volume. Plusieurs clients nous ont regardés. Adolfo, s'il te plaît. Tu es malade. Tu as besoin d'aide. Des larmes parfaites ont commencé à couler sur ses joues. Une performance magistrale, jusqu'au bout. Ne m'oblige pas à faire ça. Ne m'oblige pas à appeler la sécurité. Marcella s'est levée de sa table et a marché vers nous. Madame Ramirez. Mon client ne va nulle part avec vous. Sandra s'est tournée vers elle.
Vous n'avez aucune autorité ici. C'est mon mari. Il est sous ma responsabilité. C'est un adulte compétent, qui a engagé une représentation légale. Et nous avons une ordonnance restrictive temporaire, qui vient d'être approuvée. Vous ne pouvez pas l'approcher. Une ordonnance restrictive, basée sur quoi? Basée sur des menaces documentées. Basée sur le mouvement suspect de fond. Basée sur un modèle de comportement prédateur. Marcella a sorti un document de son sac. Cette conversation a été enregistrée, avec le plein consentement de mon client, dans un espace public. Et contrairement à ce que vous croyez, il y a des témoins. 3 serveurs. Le directeur. Et les caméras de sécurité du café, qui ont tout capturé. Y compris votre appel à Marcelo. Menaçant d'amener des renforts. Sandra a regardé autour d'elle. Le directeur du café était à l'entrée, bloquant le passage. 2 serveurs encadraient les sorties latérales. Et dehors, à travers les fenêtres, j'ai vu des lumières bleues et rouges. La police, a dit Eliseo. J'ai appelé la police, au moment où vous avez admis avoir planifié mon meurtre. Ils ont tout écouté, depuis une unité à l'extérieur. Et pendant que nous étions ici, ils ont exécuté le mandat de perquisition, chez vous et dans le bureau de Damian. Le visage de Sandra s'est transformé en quelque chose de sauvage. Elle a fait un mouvement vers son sac. Mais Marcella a été plus rapide, en attrapant son poignet. Je ne ferais pas ça, si j'étais vous. La porte du café s'est ouverte. 4 agents sont entrés. Le premier, un sergent au visage grave, s'est approché. Sandra Ramirez? Elle n'a pas répondu. Elle m'a juste regardé, avec une haine si intense, que je pouvais la ressentir, comme du feu. Sandra Ramirez, vous êtes en état d'arrestation, pour suspicion de fraude, complot en vue de commettre un meurtre, et fraude fiscale. Vous avez le droit de garder le silence. Alors qu'il lui lisait ses droits et la menottait, Sandra a finalement parlé. Sa voix était froide. Venimeuse. Ce n'est pas fini, Adolfo. J'ai des ressources. Des contacts. Nous sortirons. Et quand nous sortirons? Quand vous sortirez, l'a interrompu une voix depuis la porte. Je vous attendrai. C'était Eliseo. Et cette fois-ci, j'ai tout. Chaque document. Chaque victime. Chaque transaction. J'ai passé 5 ans à me préparer pour ce moment. Ton règne de terreur est terminé, Sandra. Ils l'ont emmenée. Alors qu'elle était conduite hors du café menotté, tous les clients regardaient en silence. 36 ans de ma vie. 36 ans avec un mensonge. Mais au moins maintenant, j'étais libre. Les jours qui ont suivi, ont été un tourbillon. L'histoire a explosé, sur toutes les chaînes d'information locales. Un réseau de fraude matrimoniale, démantelé après des années de fonctionnement. Les photos de Sandra, Damian, et Marcelo, sont apparues sur toutes les chaînes. Dans tous les journaux. Je suis devenu, bien malgré moi, le visage des victimes qui avaient enfin obtenu justice. Marcella a travaillé, sans relâche. Le mandat de perquisition dans le bureau de Damian a révélé exactement ce que nous attendions. Des fichiers numériques avec des profils, de cibles potentielles. Des hommes plus âgés, solitaires, avec des économies substantielles. Il y avait des photos, des historiques financiers, et même des notes sur les vulnérabilités émotionnelles. C'était effrayant. Comme un catalogue de chasse, où nous étions les proies. Dans la maison que j'avais partagée avec Sandra pendant des décennies. L'équipe d'investigation a trouvé quelque chose d'encore pire. Une pièce fermée à clé dans le sous-sol, dont j'ignorais totalement l'existence. À l'intérieur, se trouvaient de fausses pièces d'identité. Des passeports avec sa photo mais sous différents noms. Et le plus troublant, un journal. Page après page, où Sandra documentait méticuleusement chaque étape de sa relation avec moi. Non pas comme des souvenirs amoureux, mais comme des rapports cliniques. Jour 847. Adolfo de plus en plus dépendant émotionnellement. Isolement de la famille, complet. Objectif atteint. Jour 2190. Convaincu de consolider les comptes bancaires. Accès total, sécurisé. C'était comme lire le manuel d'utilisation de ma propre destruction.
Bernardo, le comptable, existait bel et bien. Et quand Marcella l'a contacté avec une garantie d'immunité, il a craqué. Il a tout avoué. Les transferts offshore. Les faux documents. Les commissions qu'il recevait, chaque fois qu'une affaire était menée à bien. Il avait traité des transactions pour plus de 3 millions d'euros, au cours des 8 dernières années. De l'argent volé, à des hommes comme moi. Des hommes, qui ont fait confiance à la mauvaise femme. Mais la chose la plus choquante, a été lorsqu'Eliseo a réuni les autres victimes. Il s'est avéré, qu'il n'y avait pas seulement 3 survivants. Il y en avait 6. 6 hommes qui avaient tout perdu, mais qui étaient encore en vie. Se cachant. Ayant honte. Croyant qu'ils étaient les seuls, assez fous pour tomber dans le piège. Nous nous sommes rencontrés dans le bureau de Marcella, un après-midi pluvieux. C'était une scène surréaliste. Des hommes entre 55 et 75 ans. Tous avec le même regard. Ce mélange de douleur, de honte, et de soulagement, de pouvoir enfin raconter leur histoire. L'un d'eux, un homme nommé Hernan. Pas le premier mari de Sandra, mais une autre victime portant le même nom. Il avait tout perdu, il y a 3 ans. J'étais marié à une femme, qui s'appelait Jessica, a-t-il raconté d'une voix brisée. 18 ans ensemble. Un jour, je me suis réveillé dans un hôpital, sans aucun souvenir de la façon dont je suis arrivé là. Ils m'ont dit, que j'avais essayé de me suicider. Que j'avais laissé un mot. Mais je n'ai jamais écrit ce mot. Je n'ai jamais voulu mourir. Pendant que j'étais hospitalisé. Jessica a vendu notre maison. Vidé nos comptes. Et disparu. Quand je suis sorti, je n'avais plus rien. Pas de maison, pas d'argent. Pas même ma dignité, parce que tout le monde pensait que j'étais fou. Un autre, un homme silencieux nommé Bernardo, avait subi quelque chose de similaire, avec une femme nommée Angelica. Elle m'a convaincu que j'avais un Alzheimer précoce. Elle m'a emmené voir des médecins, qui ont confirmé son diagnostic. Elle m'a fait signer des documents, lui donnant tous les pouvoirs sur moi. Quand j'ai enfin réalisé que je n'étais pas malade. Que tout cela avait été une farce. Il était trop tard. Elle avait disparu, avec 200 000 euros. Chaque histoire, était une variation de la même horreur. Des femmes charmantes qui entraient dans leur vie. Des années à instaurer la confiance. Un isolement progressif, de la famille et des amis. Et enfin, le coup rapide, brutal, dévastateur. Damian apparaissait, dans presque tous les cas. Marcelo, le psychologue, avait évalué plusieurs d'entre eux. Pratique diagnostiquant la démence, ou l'instabilité mentale, juste quand ces évaluations étaient nécessaires. Il formait une équipe, a expliqué Eliseo, alors que nous examinions toutes les preuves compilées. Marcelo sélectionnait les cibles, et formait les femmes. Il leur enseignait la psychologie de la manipulation. Comment créer une dépendance émotionnelle. Comment repérer les vulnérabilités. Damian gérait tout l'aspect juridique. S'assurant que les documents étaient techniquement valides. Bien que moralement répugnants. Et les femmes. 7 d'entre elles, que nous avons identifiées jusqu'à présent. Exécutaient le plan. Chacune gérait une ou 2 cibles simultanément. C'était une opération industrielle. Marcella a frappé du poing sur la table. Ce qui m'enrage, c'est la durée pendant laquelle ils ont opéré sans conséquence. Ils ont laissé une traînée d'hommes détruits. 3 victimes qui sont mortes, dans des circonstances suspectes. Mais qui n'ont jamais fait l'objet d'une véritable enquête. Des familles, qui ont perdu leur père. Leurs frères, leurs oncles. Et tout ça, par cupidité. Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant, a demandé Hernan. Vont-ils vraiment aller en prison, ou vont-ils trouver un moyen de s'échapper? Ils vont aller en prison, a répondu Marcella avec certitude. Nous avons des preuves solides. Des documents financiers. Les témoignages de plusieurs victimes. Des enregistrements. Le journal de Sandra est particulièrement accablant, car il montre la préméditation et un modèle de comportement. Damian négocie déjà. Un accord de plaidoyer. Il veut témoigner contre les autres, en échange d'une réduction de peine. Et Marcelo. Eh bien, son cabinet privé était une façade pour recruter et former des escrocs.
Les charges pesant contre lui incluent la conspiration, la fraude et la contribution à de multiples crimes. D'autres femmes, ai-je demandé. Vous avez dit qu'il y en avait 7. 4 ont déjà été arrêtées. Jessica, Angelica, Susanna, et une nommée Norma. Aucun lien de parenté avec votre sœur. Les 3 autres ont disparu. Probablement alertés. Lorsque nous avons arrêté Sandra. Mais nous avons des mandats d'arrêt internationaux. Elles ne peuvent pas se cacher, éternellement. Nous avons passé les semaines suivantes à témoigner. L'accusation a monté, un dossier massif. Riche en détails, impossible à réfuter. Le procès, quand il a finalement commencé 3 mois plus tard, a été un spectacle médiatique. La salle d'audience était remplie de journalistes, de victimes, de familles. Sandra est entrée, dans un tailleur élégant, avec une expression impassible. Même maintenant. Même face à des décennies de prison. Elle maintenait ce sang-froid effrayant. Pendant le procès, j'ai entendu des choses qui m'ont retourné l'estomac. Des experts ont témoigné, sur le niveau sophistiqué de l'opération. Comment ils utilisaient des techniques de lavage de cerveau pour isoler leurs victimes. Comment ils étudiaient la psychologie, pour exploiter des faiblesses spécifiques. Un psychologue expert a expliqué que Sandra présentait des traits de psychopathie. Une incapacité à ressentir de l'empathie. Un charme superficiel. Une manipulation calculée. Elle n'était pas simplement une criminelle. Elle était un prédateur humain. Quand ce fut à mon tour de témoigner, j'ai marché vers la barre, les jambes tremblantes. J'ai regardé Sandra. Elle a soutenu mon regard sans cligner des yeux. Sans remords. Sans rien d'humain, dans ce regard. J'ai raconté mon histoire. Les 36 ans. L'avertissement d'Élyséo. Ma fuite. La confrontation, au café. Quand j'ai eu fini, le procureur m'a posé une question, qui m'a pris par surprise. Monsieur Ramirez. Après tout ce que vous avez traversé. Pouvez-vous nous dire comment vous vous sentez, maintenant? J'ai réfléchi à la question. Comment je me sentais? Je me sens trompé, ai-je répondu lentement. Trahi, de la manière la plus profonde qui soit. Mais je me sens aussi chanceux. Parce que contrairement à d'autres hommes, qui n'ont pas eu la chance de s'échapper. Moi, je l'ai fait. Et je me sens responsable. Responsable de m'assurer que cela n'arrive plus jamais à personne. Quand je suis descendu de la barre, je suis passé à côté de Sandra. Elle a chuchoté quelque chose, de si bas, que je l'ai presque pas entendu. Tu as été le seul à t'en tirer. J'aurais dû t'éliminer, cette première nuit-là. Des frissons ont parcouru mon échine. Même maintenant. Face à sa propre destruction. Ne ressentait-elle aucun remords? Elle regrettait seulement de ne pas avoir fini le travail. Le verdict est tombé, après seulement 2 jours de délibération. Coupable, sur tous les chefs d'accusation. Sandra a été condamnée à 45 ans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Damian, qui a témoigné contre les autres, a été condamné à 20 ans. Marcelo a écopé de 35 ans. Les autres femmes arrêtées ont été condamnées à des peines allant de 15 à 30 ans, selon leur degré d'implication. Lorsque le juge a prononcé la sentence, Sandra a enfin montré de l'émotion. Pas de la tristesse. Pas du remords. De la rage. La pure rage d'avoir été prise. D'avoir perdu. Alors qu'on l'escortait hors de la salle d'audience, elle a crié quelque chose qui a été enregistré dans les dossiers judiciaires. Il y en a d'autres. Vous croyez que vous nous avez tous eus. Mais il y en a d'autres. Cette opération est plus grande que vous ne l'imaginez. Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Combien d'autres Sandra existaient? Combien d'autres hommes se faisaient arnaquer en ce moment même? Sans le savoir. 6 mois après le procès, j'ai enfin pu respirer. Les cauchemars s'étaient atténués, bien qu'ils n'aient pas complètement disparu. Je me réveillais encore certaines nuits en sueur. Croyant que Sandra se tenait près de mon lit, souriant avec cette expression froide, que j'associais maintenant à elle. Mais il devenait moins fréquent. La thérapie m'a aidé. Parler à d'autres survivants m'a aidé davantage. Élyséo est devenu plus que l'homme qui m'a sauvé la vie.
Il est devenu mon ami. Nous nous rencontrions chaque semaine, dans un café différent. Jamais 2 fois au même endroit. C'était sa superstition. Nouveaux endroits, nouveaux départs, disait-il. Il m'a raconté toute son histoire. Comment il n'avait pas seulement perdu son argent, mais aussi sa fille. Qui avait cessé de lui parler, parce qu'elle croyait aux mensonges de son ex-femme. Comment il avait envisagé le suicide, à de multiples reprises. Comment l'idée de démasquer ces gens, était la seule chose qui le maintenait en vie. Vous m'avez redonné un but. Il m'a dit ça, un après-midi autour d'un café. Pendant 5 ans. J'ai rassemblé des preuves, sans savoir si elles seraient un jour utiles. J'ai averti 3 hommes, avant vous. Aucun d'eux ne m'a cru. Ils pensaient tous que j'étais un fou paranoïaque. Vous avez été le premier à écouter. Le premier à agir. Et grâce à ça, nous avons enfin accompli ce qui semblait impossible. Je ne l'ai pas accompli seul, ai-je répondu. C'est Norma, Marcella, Bernardo. Tous ceux qui ont eu le courage de parler. Mais vous avez été l'étincelle. Le catalyseur. Sans vous, Sandra serait encore en train de chasser. Damien falsifierait encore des documents. Marcelo formerait encore des prédateurs. Eliseo a regardé par la fenêtre. J'ai repensé aux mots de Sandra au tribunal. Sur le fait qu'il y en a d'autres. J'y ai pensé, moi aussi. Marcella enquête. Grâce au contact de Marcella. Elle a identifié au moins 3 opérations similaires, dans d'autres villes. Plus petites. Moins sophistiquées. Mais suivant le même schéma. De jeunes femmes s'attaquant à des hommes plus âgés, avec de l'argent. Que pouvons-nous faire? Eliseo a sorti un dossier, de son sac. Nous pouvons prévenir. Nous pouvons sensibiliser. J'ai travaillé, avec une organisation à but non lucratif. Elle s'appelle Protection pour les seniors. Ils veulent que nous partagions nos histoires publiquement. Non pas pour chercher la pitié, mais pour éduquer. Pour que d'autres hommes puissent reconnaître les signes avant-coureurs, avant qu'il ne soit trop tard. J'ai regardé le dossier. Il contenait des ébauches de brochures, des présentations, des propositions de séminaires communautaires. Vous voulez que je parle publiquement, de ce qui m'est arrivé. Je sais que c'est difficile. La honte est réelle. Je l'ai ressentie pendant des années, moi aussi. Mais cette honte est exactement ce sur quoi ces criminels comptent. Ils comptent sur le fait que leur victime ait trop honte pour parler. Trop fière pour admettre qu'elles ont été trompées. Si nous brisons ce silence. Si nous montrons que n'importe qui peut être victime. Nous sauvons des vies. J'ai pensé aux autres hommes de cette réunion. Hernan. Qui a tout perdu? Bernardo. Qui a failli perdre la raison? Les 3 qui étaient morts, sans connaître la vérité. Je vais le faire, ai-je dit, finalement. Mais à une condition. Je ne parle pas que de Sandra. Je parle des signes que j'ai ignorés. Des moments où j'aurais pu me rendre compte. Parce que je ne veux pas être considéré comme une victime passive. Je veux qu'ils apprennent de mes erreurs. Eliseo a souri. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Les mois qui ont suivi ont été transformateurs. J'ai donné des conférences dans des centres communautaires, des églises, des groupes de retraités. Au début, il était douloureux de revivre chaque détail. De voir la pitié dans les yeux du public. Mais petit à petit, quelque chose a changé. La pitié s'est transformée en compréhension. La honte que je ressentais s'est transformée en détermination. Chaque fois qu'un homme s'approchait de moi après une conférence et disait « Merci d'avoir partagé cela », ça m'a ouvert les yeux, je sentais que ma douleur n'avait pas été vaine. Norma, ma sœur, s'est également impliquée. Elle a parlé de la perspective de la famille. De la façon dont les signes sont visibles pour les proches, mais difficiles à communiquer sans paraître fouineur. Comment l'isolement est le premier grand signal d'alarme. Si quelqu'un que vous aimez cesse soudainement de contacter sa famille et ses amis, demandez-vous pourquoi, disait-elle à chaque présentation. Ce n'est pas juste le vieillissement. Ce n'est pas juste qu'il est occupé. Cela pourrait être une manipulation systématique.
Marcella a poursuivi son travail juridique. Mais elle s'est également spécialisée dans les cas d'abus financiers envers les personnes âgées. Elle a gagné affaire après affaire, créant des précédents juridiques qui ont rendu plus difficile, pour des criminels comme Sandra, d'opérer. Chaque victoire au tribunal est un mur plus haut qu'ils doivent franchir, m'a-t-elle expliqué. Nous changions les lois, rendant les institutions financières plus vigilantes, exigeant plus de protection pour les transactions importantes impliquant des personnes âgées. J'ai récupéré ma maison, après des mois de bataille judiciaire. Tout ce que Sandra avait transféré a été annulé. Mes comptes bancaires ont été restaurés. Ma pension protégée. Mais, je ne pouvais plus vivre là. Trop de souvenirs. Trop de fantômes. Je l'ai vendu, et j'ai acheté un petit appartement dans un immeuble, où vivaient d'autres retraités. Un nouvel endroit. Un nouveau départ. J'ai rencontré mes voisins. Nous jouions aux cartes le jeudi, organisions des repas communautaires le dimanche. Et quand l'un d'eux, un veuf nommé Roberto, a mentionné en passant qu'il avait rencontré une femme merveilleuse en ligne, qui semblait trop belle pour être vraie. Nous nous sommes tous mis en alerte. Nous lui avons demandé de nous la présenter, de nous laisser la rencontrer. Nous avons enquêté sur son profil, et effectivement, nous avons trouvé des incohérences. Des photos volées sur Internet. Un parcours professionnel qui ne tenait pas la route. Roberto était blessé, mais reconnaissant. Vous m'avez évité de faire la plus grosse erreur de ma vie, a-t-il dit. 1 an après le procès. J'ai reçu une lettre. Elle provenait de la prison où Sandra purgeait sa peine. Mon premier instinct a été de la brûler sans la lire. Mais la curiosité l'a emportée. Je l'ai ouverte d'une main tremblante. Adolfo, commençait-elle sans aucun « cher » ni autre formalité. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je ne vais pas le demander. Mais je veux que tu saches quelque chose. De tous les hommes avec qui j'ai travaillé, tu es le seul qui m'ait presque fait ressentir quelque chose de réel. Pas de l'amour. Je n'en suis pas capable. Mais, quelque chose qui s'apparente au respect. Tu as été plus intelligent que je ne le pensais. Plus fort. Tu mérites mieux que ce que je t'ai donné. Ça ne change rien. Je referais tout pareil, si je le pouvais. Mais, j'ai pensé que tu devais le savoir. La lettre n'était pas signée. Je l'ai lue, à 3 reprises. J'ai cherché des remords, entre les lignes. Je n'en ai pas trouvé. Seulement la reconnaissance froide d'une vérité. Elle était incapable d'amour véritable. Et dans son monde tordu, admettre qu'elle avait ressenti quelque chose de proche du respect, était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse. J'ai brûlé la lettre. Je n'avais pas besoin de son respect. Je n'avais pas besoin de sa reconnaissance. La seule chose dont j'avais besoin, c'était la certitude qu'elle était enfermée, et qu'elle ne pouvait plus blesser personne d'autre. Aujourd'hui, 2 ans après cette nuit au restaurant, où Eliseo m'a sauvé la vie. J'étais assis sur le balcon de mon nouvel appartement. Le soleil se couchait sur la ville. Une ville qui continuait de tourner. Pleine de vie. D'histoire. De drames silencieux se déroulant, derrière chaque fenêtre éclairée. J'ai pensé à l'homme que j'étais, il y a 2 ans. Naïf. Confiant. Désespéré d'être aimé, au point d'ignorer les signes évidents. Cet homme était mort. À sa place, se trouvait quelqu'un de différent. Plus sage. Plus prudent. Mais pas cynique. Pas brisé. Un survivant. Mon téléphone a sonné. C'était Eliseo. Prêt, pour la conférence de demain. Prêt, ai-je répondu. Bien. Ce groupe est important. Plus de 200 personnes. Nous aurons un impact. Nous l'avons toujours. J'ai raccroché, et j'ai regardé le coucher de soleil. J'avais perdu 36 ans de ma vie, dans un mensonge. J'avais été à quelques heures de tout perdre, y compris ma vie. Mais, j'avais survécu. Et maintenant, chaque jour, j'aidais une autre personne à reconnaître les signes. Chaque fois que nous sauvons quelqu'un, d'un sort similaire, je transforme ma tragédie, en quelque chose de significatif. Sandra avait dit, que j'étais trop confiant. Trop innocent.
trop facile. Peut-être qu'elle avait raison. Mais elle avait aussi sous-estimé quelque chose. Ma capacité à m'adapter. À apprendre. À transformer la douleur en une raison d'être. J'ai fermé la porte de mon balcon, et je suis rentré dans l'appartement. Les murs étaient décorés de photos de ma nouvelle vie. Norma et moi, lors d'un dîner. Eliseo et moi, à une conférence. Les autres survivants, lors de notre réunion mensuelle. Marcella, tenant un certificat de reconnaissance pour son travail. Ce n'était pas la vie que j'avais imaginée. Ce n'était pas la retraite tranquille, avec des voyages romantiques et des couchers de soleil partagés, dont je rêvais. C'était quelque chose de différent. Quelque chose de plus difficile. Mais aussi, quelque chose de plus réel. De plus authentique. De plus à moi. Je me suis versé un verre d'eau, et j'ai trinqué seul, à mon reflet dans la vitre. Pour les survivants. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de s'échapper. Et pour ceux qui ne savent pas encore qu'ils doivent s'échapper. J'ai bu, et j'ai souri. Pour la première fois depuis des décennies, peut-être de toute ma vie. Ce sourire était sincère. Pas simulé. Pas forcé. Pas fait pour plaire à quelqu'un d'autre. Il était à moi. Et personne ne pourrait jamais me l'enlever.